Cette opération inclut le coût approximatif de ces opérations culturales, qui comprend le défrichage, le labour, 3 saclages, le traitement, la récolte, le coût des intrants, l'amortissement des outils de travail, le transport et les autres charges telles que la restauration, etc. Le calcul fait m'a conduit à un coût moyen de production de 200 000 francs à l'hectare. Ce montant multiplié par les 18 hectares emblavés par mon oncle donne un montant de 3 600 000 francs. Avec ces 12 tonnes de coton récoltées et vendues à 2 40 000 francs, à raison de 170 000 francs la tonne, mon oncle, pour avoir cultivé le coton, l'a payé au plus cher avec un déficit cash estimé d'abord à près de 1 500 000 francs. Cette perte, ajoutée à ses va-et-vient et journées de travail perdues, pour récupérer l'argent depuis plus de 4 mois qu'il a vendu son coton, on peut banalement dire qu'il se retrouve avec une dette de 2 millions de francs CFA pour avoir produit du coton, rien qu'en 2007. L'année suivante n'a pas été plus heureuse pour lui. Là aussi, les capsules se sont grillées lorsqu'elles n'ont pas refusé carrément de s'ouvrir pour libérer le trésor. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, des paysans qui ont perdu ainsi de l'argent depuis tant et tant d'années en produisant du coton. Cependant, ne nous y trompons pas, le coton est plutôt rentable pour l'État. À ce niveau de ma compréhension des choses, j'ai dit à mon oncle qu'on pouvait s'en tenir là pour les explications. J'ai maintenant tout pigé. J'ai eu la réponse à ma question. Mais un peu comme pour me dire que tu as cherché et tu vas voir, il m'invita à venir avec lui. Il m'entraîna à travers son champ de coton. Au bout de 5 minutes de marche, je découvre ces greniers de sorgho, d'igname, de maïs stockés et pour lesquels il cherche preneur. Ici, le sac de 100 kg de maïs comme celui de sorgho se vend à 4 500 francs. Même avec ce prix anormalement bas, il ne trouve pas preneur. Dans la cour des greniers et au pied d'un arbre, il y a des sacs de maïs entreposés. Ces sacs, me dit mon oncle, ont été achetés par un commerçant qui est allé chercher de l'argent et qu'on ne voit plus revenir depuis 2 semaines. Sabi a aussi des cultures pérennes comme les noix de cajou qui aident les paysans à joindre les deux bouts. Même là encore, patatras. Sa femme, depuis hier, est à la recherche d'un acheteur qui est parti avec les produits et qui a promis de revenir payer, mais qu'on ne voit toujours pas. Et pourtant, il a acheté le kilogramme à 180 francs au lieu de 200 francs, prix plancher proposé par le gouvernement pour la campagne 2007. 2000 francs CFA de manque à gagner par sac de 100 kg d'anacarde, c'était le prix à payer pour avoir la chance de vendre sa marchandise. Ne demandez surtout pas pourquoi les choses sont ainsi faites ici. Sabi de Gaulle vous répondra. Nous avons des marchandises que personne ne vient acheter. Or, nous avons aussi des impératifs à régler. Les charges des enfants et nos propres besoins. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous bradons les marchandises. Des fois, nous sommes obligés de supplier les marchands pour qu'ils viennent nous les acheter quand nous avons des dépenses urgentes et incompressibles à faire. Au nombre de ce que Sabi de Gaulle appelle dépenses de souveraineté, il y a l'école des enfants par exemple. Pour imprimer un destin autre que le leur à leurs enfants et pouvoir leur donner ainsi une chance de réussir dans la vie, les paysans, Sabi de Gaulle en tête, ont fait des pieds et des mains pour obtenir à Tandou Péonkou la création d'une école. Cette école, forte d'une centaine d'élèves et 3 enseignants, fait un recrutement biennal. Ici, le redoublement n'est pas autorisé avant le CM2, puisqu'un cours n'est ouvert que tous les 2 ans. Pour cette année, par exemple, il existe 3 cours, le CP, le CE2 et le CM2.
L'année prochaine, année de recrutement de nouveaux élèves au CI, de nouvelles classes seront ouvertes pour la première année. Les enfants de CP de cette année iront au C1, ceux du C2 iront au CM1 et ceux du CM2, on espère qu'ils réussiront à leurs examens. Le système n'est pas satisfaisant, mais c'est déjà mieux que l'ignorance totale. Avant que l'État ne décide de prendre en charge intégralement la paie des enseignants, ce sont les parents qui, dans leurs conditions de manque, s'échinaient à payer les enseignants communautaires de l'école. Ils se sont par ailleurs mobilisés pour ouvrir une cantine dans l'école pour y faire manger à midi des enfants dont les fermes sont parfois à 8 km. Ne serait-ce qu'en restant à l'école dans la journée, certains enfants ne parcourent pas moins de 16 km par jour à pied pour recevoir l'instruction. Pourtant, il en faut bien plus lorsqu'il faut se faire soigner dans un centre de santé. Le centre le plus proche est à 30 km à Tchatchou, sur une voie impraticable par saison de pluie. Et si les eaux de l'Okpara étaient en furie, alors autant s'abstenir. Le recours au centre de santé est donc une situation exceptionnelle. La situation normale est l'usage des plantes médicinales pour se soigner. Le secret de ces plantes détenues par des personnes âgées comme l'apia, qui veut dire justement santé en bariba, est apprivoisé et conservé dans des sacoches au fait des murs des maisons. Dans ces sacoches, l'on trouve tout ou presque contre les morsures de serpents, les piqûres de scorpions ou d'autres bêtes nuisibles à l'homme, les maladies de toutes sortes. Sur ce plan, on vit encore ici comme au temps de nos aïeux, en bonne intelligence avec la nature. L'eau est la source de vie, dit l'adage. Et tant que l'eau y est, la vie va. Mais à certains moments de l'année en saison sèche, plus rien ne va normalement. La terre, comme si elle-même avait soif, libère difficilement l'eau des nappes ou des puits engorgés quelques mois plus tôt. L'eau du puits ne suffit plus pour tout le monde. On monte alors la garde, histoire d'avoir de quoi étancher sa soif, même si c'est une eau aux couleurs et à l'épaisseur du lait. Trop sollicité, le puits finit par tarir. Alors, il faut aller chercher l'eau un peu plus en profondeur en creusant. Ce faisant, on espère avoir un peu plus d'eau dans les jours qui viennent. En attendant, il faut bien continuer à aller chercher de l'eau quelque part. Quand ça presse, on y va à moto avec des bidons, distance à parcourir 1 km. Ce n'est rien, à condition que le prix du carburant soit abordable. Or, ce n'est pas souvent le cas ici, à cause de la rareté du précieux liquide. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout ce qui est rare est cher? Alors, quand il n'y a pas de carburant ou quand c'est trop cher, les femmes de maison prennent la relève, les bassines sur la tête. Elles s'y mettent à cœur joie pour oublier la pénibilité du travail. Par contre, pour ceux qui sont au champ, la corvée continue. Sous un soleil de plomb, on prépare le terrain pour les prochains semis. Les techniques sont encore ancestrales, le brûlis. Mon oncle est venu superviser les ouvriers. Le corps réclame de l'eau. Il fait chaud, 42 degrés à l'ombre. Il faut boire. Dans le bidon, un liquide épais et blanchâtre qui tient lieu de l'eau. À moi, il conseille de ne pas le boire. Je me suis entêté, je l'ai bu.
plus par curiosité que par soif réelle. Il s'agissait d'une eau boueuse à forte odeur d'argile. Pendant ce temps, les ouvriers continuent leur travail sous la canicule. Le soir venu, après le travail, ils se dirigent vers le marigot. Il faut se laver avant d'aller à la maison. Là, il n'y a même pas de quoi boire suffisamment, à plus forte raison pour se laver. Pour Ogou, ce n'est pourtant pas encore la fin de la journée. C'est le plus jeune du groupe. Il lui faut plusieurs tours dans le fond pour aller chercher de l'eau à boire aux autres qui font valoir leur droit d'aînesse. Viendra ensuite le moment de se laver. Maintenant que la nuit est définitivement tombée, tout le monde est rentré. Pendant que sous le poids de la fatigue, les uns sont étendus, d'autres, ayant reçu la visite de leurs amis, trouvent encore la force de déviser. Au même moment, de l'autre côté, la journée des femmes continue. Elles sont affairées autour des grosses marmites de nourriture. Encore, le temps de cette dernière corvée et tout le monde, du moins, ceux qui le veulent ou résistent encore à la fatigue et au sommeil, pourront passer au divertissement en regardant la télévision. Ici, Sabi De Gaulle est l'un des très rares privilégiés à avoir un groupe électrogène qui permet de regarder une fois en passant la télévision lors de grands événements. Les voisins viennent se rincer aussi les yeux avant de se laisser aller dans les bras de Morphée. L'assassinat de 10 casques bleus belges au Rwanda en 1994. Au réveil le lendemain, je ne pus m'empêcher de défiler le film de ma visite guidée qui dure depuis maintenant 24 heures. Je suis frappé, même sidéré par une chose. C'est que les gens, malgré leur pauvreté, sont dignes. Dès qu'un étranger arrive chez eux et que l'instant d'après, les enfants se mettent à poursuivre un coq, une poule, un cabri, ne posez plus la question à quoi il est destiné. Il finit bien ce jour dans la casserole autour d'un plat d'igname pilé. Cela n'a pas été sans me rappeler l'épisode, il y a quelques années déjà, de la visite d'un chef d'État d'alors à l'intérieur du pays. En réponse à quelqu'un qui lui a dit que les Béninois souffrent, il a dit que non. Faisant allusion à sa tournée, le président a dit que partout où il est passé, il a plutôt vu des populations bien habillées et toutes joyeuses, avant de conclure qu'il n'a vu en elles la marque de gens qui souffrent. Évidemment, cette réponse m'a fait sourire. D'autant plus qu'elle laisse penser que des gens doivent arborer comme un trophée de guerre leur pauvreté. Cependant qu'ils ne souffrent pas moins. Nos parents sont assez dignes. Mon oncle s'apprête à aller au champ. Mais avant, il donne à manger aux animaux. Cet exercice, il le fait pour se familiariser avec ses bêtes et surtout pour voir s'il y en a qui manquent à l'appel. Il part ensuite au champ. Généralement chez nous, lorsque vous avez des choses graves, au sens premier du terme, à vous dire, vous vous rendez au champ. C'est l'heure de faire le bilan de ma visite. Mon oncle, malgré ses 60 hectares environ de cultures de rente, de produits vivriers, de cultures pérennes comme l'anacade ou le bois de teck, n'arrive toujours pas à se tirer d'affaire. Sans dire qu'il tire plutôt le diable par la queue, l'on ne peut véritablement pas doiter des signes extérieurs d'aisance qui puissent encourager quelqu'un à devenir comme lui paysan. Et pourtant, depuis plusieurs décennies, il travaille comme un bagnard. Et Dieu sait que beaucoup de producteurs sont à son image, sans que l'on puisse les accuser de mauvaise gestion ou de mauvaise organisation.
Si dans les années 80 et au début des années 90, ils ont connu une gloire, elle n'a duré que le temps d'un feu de paille. Comme un château de cartes, depuis lors, il ne cesse de s'enfoncer dans le gouffre. Qui, au Bénin, peut me citer un paysan qui ne fait que son champ et qui est devenu riche ces dernières années? À quoi les jeunes dans les villages peuvent-ils s'adonner s'ils ne sont pas en mesure de vivre décemment de leur travail? Quel choix leur laisse notre société d'être des gens utiles et leur éviter de basculer de l'autre côté dans le monde de la drogue, du grand banditisme ou de la tentation de partir dans des conditions inhumaines pour l'Europe? Depuis des décennies que nos parents cultivent la terre, qu'en ont-ils tiré? Vous répondent ces jeunes quand vous leur demandez pourquoi ils ne veulent plus du travail de la terre. C'est pourquoi ils vont d'ailleurs voir ailleurs. C'est ailleurs qui n'est toujours pas recommandable, bien sûr. Je n'ai pu m'empêcher de faire la réflexion suivante. Nous constituons au Bénin une société à double vitesse. Pendant que d'un côté, ceux qu'on peut appeler à juste titre les agents privilégiés de l'État cumulent arriérés de salaire, primes de toutes sortes et revalorisation du point indiciaire, de l'autre, il y a des gens condamnés par leur statut à travailler sans jamais s'assurer des lendemains meilleurs, faute de prix stables et rémunérateurs de leurs produits, encore moins de couverture sociale. Chaque jour que Dieu fait, ils doivent faire face aux incessantes inflations des prix des denrées de base. Ils sont nés pour travailler pour le bonheur des autres, pour agrémenter l'existence des autres. Mais ceux qui cultivent n'ont-ils pas, eux, le droit de rêver, d'avoir un logement décent, de pouvoir payer une instruction à peu près acceptable à leurs enfants, de pouvoir se soigner, en un mot, d'avoir accès au minimum des besoins fondamentaux? Dans l'indifférence générale, tout ce qui touche au monde paysan n'intéresse qu'à des fins politiciennes. Et pourtant, il ne contribue pas moins au développement du pays. Si le coton n'est pas rentable pour les producteurs, il est rentable pour les caisses de l'État. Ce sont les producteurs